Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AskiCast. Aujourd'hui, on est avec un invité très sympathique, Pierre-Yves Bischoff. Bonjour, Bonjour, monsieur Bischoff. J'espère que vous allez bien. super bien, Merci d'avoir accepté cette invitation. c'est normal. Aujourd'hui, du coup, on a plusieurs sujets à aborder avec vous. On a des discussions autour des stages, des discussions autour de l'arrivée en première année à l'IUT, des discussions un peu plus légères et certains étudiants vous ont posé des questions. Voilà, donc on discutera un peu de tout ça. Mais d'abord, vous allez vous présenter. Je D'accord. vais vous laisser vous présenter, voilà, votre parcours, ce que vous faites ici, depuis quand vous êtes là, vos missions, etc. Je vous laisse faire. Eh bien, donc, je suis né il y a 50 ans. Voilà, donc j'ai fait un parcours en mathématiques à Saint-Étienne jusqu'au master 1. Après, j'ai fait un master 2 en informatique. Puis après, j'ai fait une thèse en informatique sur la compression d'images couleurs. Voilà. Après ces années, j'ai fait un ATER, c'est-à-dire que c'est un maître de conf temporaire, pendant 2 ans ici à l'IUT du Puy. Donc ça fait plus de 22 ans là que je suis là. 22 ans que vous êtes là. Ouais, Ça commence. ça commence à faire, voilà. Alors j'étais, avant d'être titulaire, j'ai eu un parcours, j'ai monté une boîte, j'ai toujours enseigné, mais sous forme de vacataire parfois, quand j'avais ma boîte. D'accord, donc j'étais chef d'entreprise et puis, j'ai eu la chance de passer un concours et donc, au début, j'étais nommé en SRC, c'est anciennement MMI. MMI s'appelait SRC, Services et réseaux de communication, alors que maintenant c'est métier du multimédia de l'internet. Voilà, donc j'étais chef de département, et puis, quand il a été bien relancé, qu'il marchait bien, j'ai pu revenir suite à un départ à la retraite d'un de mes collègues, j'ai pu revenir en imagerie qui était là où j'avais commencé. Voilà. Ok. Et du coup, vous êtes là ici, Et aujourd'hui. donc, ouais, je suis enseignant à temps plein et je fais plus de recherche et mes compétences principales sont les mathématiques, l'informatique, surtout le développement C++, le multithread, voilà. Parfait, j'ai même pas besoin de rajouter quelque chose. Vous êtes très bien présenté, c'est super. On va pouvoir passer au point suivant. Je voulais aborder avec vous les stages. Ouais, Vous êtes référent stage, c'est ça, c'est ça, j'ai bien compris donc. et alternance, Et alternance une aussi. 3e année, ouais. C'est quoi vos missions? Alors l'émission, bah, c'est mettre en correspondance, en gros, le monde extérieur, enfin les entreprises, hein, du monde extérieur et puis, les étudiants, essayer de faciliter la tâche pour qu'ils trouvent plus facilement des stages. Parce qu'on a un service qui répertorie un peu les offres de stage, mais c'est difficile d'accès. Donc moi, j'ouvre un Moodle pour remettre un petit peu la liste de tout ce qui est disponible, voilà, pour que les étudiants s'y retrouvent. Je mets aussi les formalités à cet endroit. Donc je vais bientôt l'ouvrir là d'ailleurs, parce que je commence à voir. J'ai eu la première offre de stage là, qui est arrivée cette semaine. Voilà, donc j'ai pas encore eu le temps, mais là je vais le faire dès la semaine prochaine. Donc vous pouvez contacter des entreprises par exemple pour. C'est ça. La plupart du temps, bah, c'est suite à des stages, ou d'anciens étudiants qui nous contactent, ou d'anciens profs aussi d'ici. Voilà. Donc on a une alternance par exemple, c'est un ancien étudiant qui a dû sortir il y a 6 7 ans, qui est sur Clermont et qui avait besoin donc d'un employé et qui a pris un alternant. Voilà. Et donc le réseau fonctionne bien Le du coup, c'est réseau cool. fonctionne, pas aussi bien qu'on aimerait, parce que je pense qu'il y a encore plus de Ça gens. marche jamais bien, c'est Voilà, clair. c'est ça. C'est peut-être qu'il y aura encore plus le fait d'être passé en BUT, d'être en 3 ans, vous allez rester 3 ans ici. Ce qui se passait avant, c'est que vous faisiez 2 ans et souvent il y avait 3 ans d'école d'ingénieur derrière. Et du coup, peut-être qu'ils étaient moins attachés à leur IUT, même si, on sait qu'il y a un fort sentiment, hein. Quand on avait fait les 20 ans, les étudiants étaient revenus de manière, assez, conséquente. Mais voilà, je pense que de rester 3 ans, ça va développer l'esprit de corps. Ouais. Vous arrivez à vous organiser dans tout ça? Oui, oui. Pas de problème? Je suis une machine. Ah bah, Je suis pas un humain, voyons. tout le monde le sait. Ouais. On va passer sur un autre point donc. Hem, donc moi je suis en deuxième année. Hem, L'année dernière, il y avait pas de podcast. Mais le but de ce podcast, c'est que des gens qui veulent rentrer ici puissent l'écouter éventuellement. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un qui veut venir ici? Qu'est-ce qu'il doit connaître en informatique, en mathématiques, sur l'hardware, le software, des conseils comme ça à Ouais, donner alors, moi, on part de zéro, hein, à peu près dans toutes les matières.
C'est vrai qu'il faut aimer, l'informatique, que ce soit le hardware et le software. Il faut avoir envie, quoi, d'y travailler parce que vous allez être devant un ordinateur quand même très, très souvent et à la différence, c'est qu'on n'utilise pas des logiciels en entrée. C'est quand même le gros, le cœur de notre métier, c'est de créer des logiciels, qu'ils soient web ou qu'ils soient, comment dire? Déportés. Mais autrement, il faut vraiment, être passionné. Moi, je dirais que faut avoir envie de faire de l'informatique toute sa journée. Les bases, c'est pas très, très grave. Vous êtes, suffisamment intelligent et vous progressez suffisamment vite. J'avais noté passage du lycée au BUT, mais je sais pas si vous pouvez indiquer. Est-ce que ça, Qu'est-ce pour qui vous, change peut-être? voilà. Ouais, le gros changement, c'est que l'emploi du temps n'est plus, à la semaine. C'est-à-dire un emploi du temps fixe pour toute l'année. Nous, chaque semaine change, hein. Vous allez avoir des cours qui vont être souvent ramassés sur des modules, sur quelques semaines et puis après vous allez changer avec un nouveau module et du coup, c'est peut-être ce qui change beaucoup des pics on va dire, de travail personnel qui sont souvent en fin de semestre et qui du coup, sont difficiles à supporter parce que, bah, vous avez l'impression que ça va bien. Il y a une progression en C++, qui est notre cœur de métier quand même et qui est délicate à gérer parce que, bah, on progresse pas tous à la même vitesse. Le problème, c'est que le cours, lui, il progresse à une vitesse que l'on a définie et donc si vous êtes en retard, c'est très, très difficile, je dirais, de rattraper son retard. Même si, on est bienveillant et qu'on essaye d'accompagner au maximum, voilà. Ne pas perdre, en début d'année, je dirais le conseil principal que je dirais, c'est en début, ne pas, se dire: «Bah, c'est bon, j'ai un petit peu d'avance, j'ai déjà fait un petit peu de Python, c'est super facile les premiers TP de C++». Il y a un moment où ça va vite se compliquer et voilà, on risque d'être après, submergé par le travail. Oui, il y avait un conseil on a vu un intervenant l'année dernière, un élève qui était, je crois qu'il était au Canada. On l'a vu en visio. Et il nous avait donné un conseil, il nous avait dit, écoutez, c'est pas compliqué, il y a un moment dans l'année, vous allez plus rien comprendre, vous allez être perdu. Et ça va se débloquer en fait. Moi, pour moi, ça a un peu été le cas, surtout avec la matière graph. J'ai eu un peu de mal au début, mais vous l'avez vu de toute façon. Est-ce que vous pensez qu'il a raison sur ce point-là? Oui, dans le sens où quand on comprend la logique, tout d'un coup, ça s'éclaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'obstacles, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le langage de programmation? C'est des boucles et des tests. Il y a que ça. Donc en fait, dès que vous organisez votre pensée pour faire à la machine ce que vous avez envie qu'elle fasse, bah, tout d'un coup, ça devient hyper facile. Voilà. Rien à voir avec l'UT. Vous êtes un grand joueur de Donjons et Dragons, apparemment. Et de jeux de rôle en J'ai général. beaucoup, beaucoup joué, surtout quand j'avais votre âge. Là, maintenant, avec une vie de famille, c'est un peu plus difficile. Et ouais, j'ai recréé un groupe il y a 2-3 ans, là. Et je refais du Donjon et Dragon. J'ai aussi fait beaucoup de wargames. Donc voilà. Et puis je joue beaucoup aussi. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo. Même si je joue beaucoup moins maintenant, vu que je suis un Un jeu peu de pris. cœur? Ouais, je joue énormément. C'est à Europa Universalis, hein, voilà, et Europa Universalis 4, où je dois avoir plus de 20 000 heures Ah oui. dessus. Oui. Bah, attention, il est sorti il y a 13 ans, hein, Oui, 14 oui. ans. Hein. Mais oui, oui, j'y passe Donc beaucoup de temps. un bon jeu de cœur, Voilà, ouais. très bien. Du coup, je vais vous proposer là maintenant un petit jeu Ouais. autour de Donjons et Dragons. On va voir si vous connaissez bien l'univers et tout ce qui tourne autour. Donc Corentin, qui est à la régie aujourd'hui, vous a préparé des questions autour des jeux de rôle, Donjons et Dragons en particulier, je crois, c'est bien ça? La roue du temps surtout, très bien. Ah. Vous avez parlé apparemment de tout ça. On a deux passionnés de jeux de rôle aujourd'hui. Donc c'est des questions avec 4 possibilités de réponse ou plus. Et donc je vais vous poser la question, vous proposez les réponses et vous me donnerez votre réponse. Là, la première, elle attaque un peu plus fort parce qu'il y a deux réponses. Voilà. Alors, qui sont les tout premiers auteurs de Donjons et Dragons sortis en 1974 et considérés comme initiateurs, oui, ça, du jeu de rôle? Greg Stafford, Steve Perrin, Dave Arneson, Ray Gaix, Gary Gigax. je sais pas lire, Gary Gigax. Gary Gigax et Cynthia Williams. Il y a deux réponses. Alors Gary Gigax, ça c'est sûr. Et puis
Dans les créateurs, ça a pas fait tilt, le deuxième. Alors, je vous redis les Ouais, autres. Du coup, il y a Greg Stafford, Steve Perrin, Dave Arneson et Cynthia Williams. je dirais le premier, mais je suis pas Greg certain. Stafford? Ouais, non, Eh non, ouais, je vous laisse une autre non, possibilité. c'est bon. Non, c'est Dave Arneson, du coup. D'accord, Voilà. ouais. Question suivante, ça va vous jusque-là? Oui, oui, Vous vous en sortez pas trop mal. 1 sur 2. C'est il y a C'est 50 déjà ans, hein. ça. Oui, en même temps, C'est à mon âge, hein, il y a ce facteur-là. 73, 73, vous êtes? ouais, À 74, un peu plus jeune. ouais. En quelle année est sortie la toute première édition de La Roue du Temps chez les éditeurs Wizard of the Coast? 1996, 1998, 2001, 2004. J'essaie de réfléchir, parce qu'à l'époque, je l'avais pas acheté. Vu qu'en fait, je connaissais pas le monde. Le monde, je l'ai découvert, plus ou moins avec la série télé et du coup, j'ai basculé. C'est après que j'ai acheté les livres, en fait. J'ai d'abord regardé la série, j'ai acheté les livres et après je me suis dit: «Bah, tiens, ce serait cool de masteriser, en fait». Donc ouais, je pense que c'est quand même relativement vieux. Ouais, je vais dire peut-être 98, 98, non. dernier mot? Ouais, perdu. Manqué. C'était 2001. Ah. Elles sont pas faciles. C'est Non, elles pas sont facile. faciles, Ça va? Bon. c'est pas grave. Alors, hem, combien de dés existent dans les jeux de rôle? Différent? Ouais, différents dés. Alors le dé de 4, le dé de 6, le dé de 8, le dé de 10, le dé de 12, le dé de 20. Ah, j'ai un dé de 30, mais bon, c'est assez anecdotique. Je Donc dirais 6. les possibilités, c'est donc 5, 6, 7, 8. Ouais, mais je dirais 6, c'est le plus courant. On va rester sur 6. Ouais. Vous avez peut-être oublié un. Ah, dé de 4, dé de 6, dé de 8, dé de 10, dé de 12, dé de 20. Bah, après, le dé de 30, franchement, dé de 100, mais c'est... Ouais. Bah, il y a le dé de 100. Ouais, mais le dé de 100, c'est 2 dés. Ah, ah, le gros, Il y a ouais. la régie qui va intervenir. Le gros, j'en ai déjà vu des gros, mais ouais. Moi, personnellement, j'ai un dé de 30. Ouais, Ouais, ouais. ils sont pas souvent utilisés. Mais ils sont jamais utilisés. Alors le D30, je l'ai jamais utilisé puisque ça n'existe pas, il me semble, dans aucun. Et la plupart du temps, le dé de 100, on le joue avec 2 dés de 10 en fait. Un qui joue Mmh. qui fait les dizaines, et un qui fait les unités. C'est pour ça que je n'avais pas pensé. Je sais que j'en ai déjà vu dans un forum de jeux vidéo. Il est assez gros, le dé de 100. Et difficile à lire surtout. Ça va être écrit en tout Ouais, petit du coup. voilà, Ça c'est ça. ça va Et être puis on ne pénible. sait pas quelle face. Parce qu'elles sont tellement proches les unes des autres, Oui, on ne sait forcément. pas celle qui est au-dessus en fait. C'est presque une sphère. Alors, question suivante. Auteur original de la série quel est l'auteur original de la série de livres La Roue du Temps? Robert Jordan, Brandon Sanderson, Rick, alors je vais pas réussir à le prononcer celui-là. Roydon? Roaridan. OK, Rick Roaridan ou Tolkien? Jordan. C'était Jordan. C'était Robert Jordan. Très grand écrivain, mais qui produisait très doucement. Et donc, en fait, il a même pas fini son œuvre. C'est quelqu'un d'autre qui a fini son œuvre, qui est décédé, hélas, d'un cancer. Et donc, en fait, sa femme a donné à un de ses plus grands fans et qui était un très bon écrivain, qui lui a donné. Et du coup, c'est lui qui a fini la série. Avec des livres monstrueux, hein. Ils font je sais pas combien de pages. Parce qu'en français, ils les ont déjà séparés en deux, les tomes, parce que tellement ils étaient gros. Mais ils font 700 pages, 600 pages, les tomes séparés, hein. Prochaine question. Le premier tome de La Roue du Temps est paru en 1985, 1990, 1995, 1999. Je dirais 85. Vous êtes sûr? Non, mais je dirais ça. C'était 1990, Ah. un petit peu plus tard. Parce que je sais qu'il a écrit très lentement, donc voilà. Je sais que ça remonte à très vieux les premiers. Donc le jeu s'est bien terminé, globalement. J'ai pas compté les points. Vous avez J'ai pas pas compté non non, plus. peut-être pas terrible, mais bon. Bon, C'est ça va. difficile quand même les questions, hein, sur les dates. Ah, j'avais demandé abordable, et il est abordable pour Corentin des fois. Il est intelligent, c'est pour ça. Donc la dernière fois, j'ai demandé aux étudiants de vous poser des questions. D'accord, Donc ils ont rempli des questions et là il y en a combien? Il y en a une dizaine, une petite dizaine, à vous proposer pas de souci. et voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par la première. Mmh. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu professionnel de Magic the Gathering? Ah, ça s'est joué un peu. J'avais fait un tournoi, et donc j'avais perdu en demi-finale et seuls, les finalistes,
avait, donc passait à Paris avec une chance de devenir pro. Ça s'est joué un peu, c'était mon année de licence, que j'ai raté d'ailleurs. C'est il y a combien de temps? Ça devait être en 94, un truc comme ça. OK. Sur la troisième édition, on jouait, on a le droit à toutes les éditions. Et donc, donc moi j'étais désavantagé puisque j'avais pas des grosses cartes. Ma plus grosse carte, c'était un Ancestral Recall. C'est une carte bêta. Voilà. Pour une mana bleue, te permet de récupérer 3 cartes, ou ouais, un truc comme ça, ou 2 bleus. Je me rappelle même plus, tu vois. Euh, Pour les auditeurs qui connaîtraient pas Magic, au cas où, c'est un jeu de cartes, donc ouais, c'est des cartes qui valent des milliers d'euros, quoi. pour simplifier, pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est comme les cartes Pokémon entre guillemets. C'est ça. C'est un peu raccourci, mais voilà, c'est un peu le même idée, la même idée. Dans un monde de magiciens. D'ailleurs, Voilà, c'est pour ça que ça fait. En fait, c'est un duel de magiciens qui se lance des sorts via des cartes. Mais oui, ça ressemble à tous les jeux. tous les comment on appelle ça, les jeux de cartes, les TGC. C'est pas TGC le mot? TDC? Pas TGC? Je sais plus. Je me rappelle plus. TGC. Donc vraiment à ça. Ouais, un peu. Dommage. Ah ouais. Ça Vous aurait, ça m'auriez aurait- pas eu. Ouais, mais ça aurait été bien pour vous aussi, Ouais, peut-être. peut-être. Ça aurait été marrant. Prochaine question. C'est quoi le plus agréable dans le métier de prof du supérieur, surtout en info, particulièrement en info? Alors, je dirais le plus agréable, c'est qu'on en apprend tous les jours. D'autant plus en informatique, parce que il faut tout le temps qu'on soit à jour, quoi. Quand j'ai commencé le C++, voilà, c'était le C++ à la papa. On est en C++ moderne, et voilà, et on va bientôt adopter encore de nouvelles normes, etc. Donc, ouais, c'est vraiment le truc. L'évolution des cartes graphiques, enfin, c'était phénoménal, quoi. Quand j'ai commencé, carte graphique, tout ce qu'elle savait faire, c'est afficher un tableau de pixels, hein, c'est tout. Elle faisait pas de calcul, hein. Elle affichait juste une image et c'est tout. Et voilà, et maintenant, quand vous voyez là, les RTX 5090 là, qui vont sortir, ça va être des bêtes de course, quoi. Ça va être des grosses machines. Ouais. J'ai pas, il y a eu des informations officielles ou c'était que Ouais, des ouais, leaks? ils ont commencé là, parce que le CES aura lieu début janvier, là, je crois. Donc c'est le grand salon, hein, de l'innovation. Et donc c'est là qu'ils vont les annoncer. Ils ont déjà commencé à afficher les previews des 5090, des 5080. Ils ont parlé un tout petit peu des 5070. Ils ont peut-être parlé de consommation. 600 watts a priori sur la 5090. 600 watts juste pour la carte? Oui. Oh la vache! C'est terrifiant. Ouais, mais elle sera extraordinaire, Ah, enfin, ça c'est sûr. ouais. Parce que là, enfin, je pense qu'ils l'avaient déjà en réserve depuis un petit moment. Et vu qu'ils voient qu'AMD n'arrive pas comment dire, à les challenger sur le haut de gamme, du coup, ils ont retardé la sortie. Je pense que ça faisait un petit moment qu'ils l'avaient de prêt. Voilà. Et justement, j'avais une question d'un étudiant qui me l'a posée tout à l'heure. Voilà. Par rapport justement à AMD. Ils ont annoncé arrêter les cartes graphiques apparemment. Alors, non, ils ont dit qu'ils ne challengeraient pas Nvidia sur le haut de gamme. Ça coûtait trop cher. Donc ils ont arrêté le haut de gamme au final. En fait, ouais, bah, après, c'est quand tu vois que tu arrives pas à suivre, tu as 2 choses. En fait, ils sont très, très présents, par exemple, dans les, PlayStation, les trucs comme ça, là, les consoles. Voilà, je retrouvais pas le terme générique. Dans les consoles, ils sont très présents parce qu'ils ont un bon rapport, échauffement, enfin consommation, et puis qualité. D'accord. Et par contre, on n'en trouve pratiquement plus sur les cartes graphiques pour ordinateur portable. Ça, je sais pas trop pourquoi, parce que normalement, ils sont plutôt bons. Justement, elles consomment pas trop les cartes AMD. Elles sont souvent un petit peu moins puissantes. Je pense que ce qui leur fait très très mal, c'est l'IA. Parce que les RTX utilisent l'IA. Et du coup, c'est Nvidia qui l'a développé. Donc, ils ont été obligés, en gros, je pense qu'ils n'ont pas comment dire, ils n'ont pas accès aux programmes qui ont été faits par Nvidia. Et du coup, il a fallu, eux, qu'ils mettent, je pense, de la puissance de calcul brut pour faire à peu près pareil. Et du coup, ça impacte énormément les performances, quoi. C'est-à-dire que dès que vous activez le ray tracing, ce genre de choses, eh bien, ça impacte les performances des AMD. Donc ils arrivent pas à suivre, ils laissent tomber. Ils n'arrivent pas à suivre le très haut de gamme, hein, attention. Après, sur du moyen de gamme, c'est pas normal, enfin, je voudrais le redire à tout le monde, c'est pas normal qu'on paye 400 € une carte graphique moyen de gamme. Ça, c'est pas normal du tout. Normalement, ça devrait être aux alentours de 150 €. Nvidia, c'est parce qu'ils sont tout seuls qu'ils se permettent de faire des prix éhontés.
On l'a connu avec AMD et Intel. À un moment, Intel faisait les prix des processeurs, et là, qui sont en train de s'écrouler. J'allais y venir Ouais, justement. ah bah, Parce que le même étudiant m'a posé des questions. Les processeurs Intel, justement de ouais, 13e et 14e génération, ils ont des gros problèmes ouais, de rouille, vous êtes au courant. oui, Ça a fait exploser Internet. Tout le monde est au courant, des problèmes de rouille, d'instabilité en termes de puissance, d'alimentation, etc. Et en fait, ça bouleverse le monde de l'hardware, ouais, parce que du coup, les grosses entreprises se tournent vers AMD. c'est ça. Est-ce que même s'ils abandonnent les cartes graphiques, AMD, ils vont quand même pas trop mal s'en sortir normalement, Non, mais de j'imagine. toute façon, enfin, ils abandonneront pas les cartes graphiques. Oui, je Ouais, m'entends ouais, du coup, voilà, bien ils sûr. vont abandonner le très haut de gamme. Et c'est que partie remise, hein. Croyez-moi qu'en recherche-développement, s'ils trouvent à changer d'architecture, à faire une puce hyper innovante, ils se gêneront pas, hein. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'ils mettront sûrement moins le paquet pour essayer de les challenger sur vraiment du très haut de gamme. Et par contre, ouais, enfin, les chiffres que j'ai lus, moi, sont effarants. A priori, Intel est passé à moins de 10% de vente de processeurs. Ils se sont effondrés. Ouais, effondré. C'est C'est incroyable. c'est une catastrophe, vraiment. Et ils sont proches de se faire racheter. Alors, j'avais entendu, moi, que c'était Nvidia qui allait les racheter, mais a priori, c'était plutôt une rumeur. Et je me rappelle plus quelle autre société, mais c'est un fabricant de puces, a priori, qui les rachèterait, peut-être Qualcomm. Tellement il est. Qualcomm, Ouais, très très connu aussi. oui, oui, Pour les Snapdragon principalement. ouais. Ça serait un empire s'ils avaient les deux. Ah Par ouais. contre, ça serait incroyable aussi. Là, du coup, oui, voilà, donc colossal la chute. Et moi, Et j'ai. ouais, mais après, dès que vous faites un mauvais produit, ça leur était déjà arrivé à Intel, Mm, quand ils ont sorti les Pentium 4. Les mm. Pentium 4, ils chauffaient, on les appelait les grille-pains. Voilà, donc, et là, si vous regardez un peu les spécificités des Intel, c'est un peu ça. Sur le très très haut de gamme, ils sont à peu près bons, mais par contre, ils chauffent 2 ou 3 fois plus que les AMD. Et comme ils sont dans la Et plupart des data centers, c'est problématique. ouais, voilà, ouais, c'est catastrophique, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, je pense qu'ils ont pas de chance et qu'ils avaient pas d'architecture. Quand ils avaient sorti les Pentium 4, qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient dans une impasse, ils avaient la chance, c'est que la branche mobile était vraiment très séparée à l'époque de la branche desktop, donc bureau. Et du coup, ils avaient pu se rabattre sur les processeurs mobiles et vite développer un nouveau produit pour concurrencer AMD. Et du coup, ça s'était relativement passé facilement. En très peu de temps, ils avaient sorti les Pentium M, qui étaient vraiment performants. Puis après, ils ont sorti les Core i3, etc. Vous pensez qu'ils auront du mal à se relever ce coup-ci? Je pense que il y en a peut-être qui ont envie de le démembrer, quoi. Je pense que s'ils sont en position de faiblesse et qu'ils ont pas cette cash, C'est l'ennemi à abattre de toute c'est façon, je ça, pense. c'est-à-dire qu'ils ont tellement fait de mal pendant très très longtemps, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en frottent les mains, quoi. Voilà. Je comprends. Tac, tac, tac. On va changer de sujet du coup. Ouais. Parce que c'est vraiment une personne qui est venue tout à l'heure qui m'a fait. J'ai plein de questions sur le hardware. Et il est reparti. Voilà. Euh, des retours sur des questions de jeux de rôle. Ah, En tant que maître du jeu, quel était votre meilleur méchant que vous ayez créé? le meilleur méchant? Je pense que c'était un Melnibonéen, dans les Jeunes Royaumes. Donc c'est la saga d'Elric et donc Stormbringer. Voilà, donc c'est écrit par Michael Moorcock et il décrit l'univers comme un multivers, c'est-à-dire que en gros les mêmes personnes vivent, enfin le champion éternel, il vit dans tous les mondes. Hmm. Donc il y a plein plein de mondes, une infinité presque. Et c'est toujours la quête en gros du champion éternel contre les dieux, contre voilà. Et ouais, j'avais créé donc les Mini-Bonéas, c'est une sorte de race, on va dire ancienne, mélangée à des démons et un peu dégénérée. Et ouais, c'était un méchant que j'aimais bien Il faire était très intervenir. puissant. Oui. Il en a buté des gens. Oh oui! Et torturé? Vicieux en plus. Ah bah oui. Et une question qui suit, du coup, avec la notion de maître du jeu, de MJ. C'est quoi votre meilleur souvenir en tant qu'MJ? Ah bah là, il y en a Il énormément, y en hein, a parce plein. que ouais, je masterisais au moins une fois par semaine, Ah oui. tout le temps. Et ça, c'était les journées, enfin les semaines d'école, hein. En Ah oui. vacances, c'était tous les jours.
Et ouais, ouais, on faisait 2 séances, hein, une l'après-midi, une le soir et voilà, donc c'était au moins une séance de master, par semaine et voire 2 parce que, on tournait en gros dans une autre équipe, peut-être une dizaine. En plus, j'étais trésorier dans un club, donc voilà, fallait faire vivre le club, faire des animations, essayer de développer, envers les jeunes, les faire venir, pour, qu'ils découvrent, voilà. Vous étiez plus souvent maître du jeu ou joueur, du coup? Bah, du coup, plus souvent maître du jeu parce que quand on s'occupe d'une organisation, eh bien, il y a plus de joueurs ou de débutants que de maîtres du jeu. Donc, on essayait de toujours se faire au moins, on tournait nous entre les maîtres du jeu, mais moi j'étais quasiment obligé tout le temps de masteriser en club, disons. Alors, on faisait des parties heureusement en dehors du club, c'est là que je pouvais jouer. Ouais. Et donc, le meilleur souvenir, je dirais que c'est ouais, c'est ça, ces moments entre copains où on finissait au petit matin, je pense que c'est voilà. Une quête bien accomplie ou rester Pas sur un forcément, non, suspense? non, 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 des fois, c'était des échecs lamentables. C'est marrant des fois aussi. Oui, aussi. Autre question d'un étudiant. Pourquoi être devenu prof au Puy-en-Velay et pas ailleurs? Ah ouais, ça, c'est bien ça. Ah, Déjà, pourquoi être devenu prof? Parce que moi, quand j'ai commencé mes études, je voulais faire, chercheur, je voulais pas faire, prof. Et en fait, on m'a dit un jour: «Ah ben tu peux gagner, allez, 300 € de plus si tu fais prof». J'ai fait: «Bon, allez, pour 300 €, je vais le faire, hein». Et en fait, j'ai commencé comme ça et j'ai tellement adoré que en fait, j'ai plus ou moins mis la recherche un peu de côté, quoi. Et du coup, après, quand, j'ai tout le temps enseigné, quoi, tout le temps. J'étais piqué par le virus. Et après, pourquoi le Puy? Moi, je suis originaire de Saint-Étienne, moi. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un IUT informatique, il n'y en avait pas à Saint-Étienne. Et donc, voilà, c'était pile poil dans le domaine, l'image, voilà, c'était vraiment ce que j'avais fait, quoi. et du coup, vous y allez les allers-retours ou vous avez N directement vécu non, ensemble? enfin, j'ai acheté assez vite une maison, dans le coin, voilà. Très bien. Super. Vous répondez parfaitement aux questions. Je suis très content. Ça se passe très bien, je suis très très content. Dernière question. Et après, ce sera quasiment la fin. Alors là, c'est une étudiante qui m'a demandé, et je vais vous dire son nom parce qu'elle m'a demandé, c'est Zoé. Ah. Elle me demande si vous. Est-ce que vous vous souvenez des pommes-potes? Oh là là, oui. L'anecdote des pommes-potes. J'ai pas l'info. Et du coup, est-ce que vous pouvez raconter? Parce que je n'ai aucune idée de quoi elle parle. Non, non, non. Ah non? Ah, pas du tout. Bon, et bah tant pis. Zoé, c'était une catastrophe. Il a Vous vous rendez compte qu'elle a fait un malaise en cours et en tant que prof, on peut pas il fallait la ramener chez elle. Il y avait personne et on pouvait pas, donc il a fallu que je prenne un autre prof pour la ramener chez elle. En plus, elle avait garé sa voiture, donc il a fallu ramener sa voiture. Donc Une c'était galère, oui, parce que vous comprenez qu'on peut pas rester avec forcément. une étudiante seule, quoi. Et voilà. Donc il a fallu qu'on trouve des profs pour nous remplacer pendant nos cours, pendant qu'on prenait la responsabilité de la ramener, alors qu'on n'avait pas, voilà. Mais bon, C'est compliqué. c'était compliqué, mais bon. Donc elle a changé, ouais, de filière et voilà, et ça marche bien. C'est cool. Ouais, ça se passe bien maintenant. C'est Voilà. cool. On en a fini pour les questions. Merci d'avoir répondu. De rien. Toute dernière rubrique, Mmh. et ensuite on pourra s'en arrêter là. Est-ce que vous avez une recommandation d'un contenu, de quelque chose que vous pourriez inviter les auditeurs à voir, à écouter, à je ne sais pas, une recommandation Heu, dans le domaine que vous voulez, ce que vous ouais, voulez, n'importe quoi. bah, moi j'aime bien le cinéma. Et donc moi, je recommande, si vous pouvez, de regarder le plus de films possible et de choses variées. Parce que on a tendance, avec, tous ces contenus comme Prime Video, Netflix, de regarder d'être un peu stéréotypé parce que c'est la mode et on regarde des choses. Et moi, j'aime bien regarder de temps en temps la télé. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelqu'un qui m'impose le programme et c'est quelqu'un qui a choisi quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert comme Usual Suspect. Si vous l'avez jamais vu, c'est un film qui est un petit peu vieux, un thriller, mais ça vous retourne le cerveau, quoi. La première fois que je l'ai regardé, moi, heureusement, je l'avais enregistré en même temps, sur les cassettes, hein, c'est vous dire si c'est vieux, et je l'ai rembobiné et je l'ai remis au début. Directement après? Oui, parce que la fin est tellement, perturbante que, tu te dis: «J'ai raté les indices dans le film, en fait, et j'ai voulu voir les indices que j'avais ratés
et en fait, il y en avait pas. Vous aviez Bon, tout vu. ouais, ouais, mais impressionnant, ouais. Très bien, donc on Et donc regarde, et ouais, forcez-vous à regarder des choses que vous n'auriez peut-être pas regardées. Voilà, c'est ce que je dis, pour, découvrir d'autres mondes. bah, on est arrivé au bout, Ouais. finalement. Bah, merci beaucoup d'être venu. Ah bah, de rien. C'était très sympa, j'espère que vous avez apprécié. Oui, Bah, tant mieux, c'est super. On se retrouve pour un prochain épisode, dans 2 semaines, normalement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. ouais, bah, bonne journée à tout le monde. Merci et à la prochaine. Au revoir.